Janvier 1942. Une fine brume s'accroche au mur froid et de pierre d'un petit hôpital pour enfants isolés en territoire occupé par les nazis. Le givre s'étend sur les fenêtres grillagées, scintillant à la lumière pâle de l'aube. À l'intérieur, les couloirs sont étrangement silencieux, interrompus seulement par les cris lointains et étouffés des enfants. Les instruments métalliques brillent sous les faibles lampes à gaz, reflétant la géométrie sévère de la pièce. Dans le bloc opératoire, des dossiers et registres sont ouverts, enregistrant avec une précision scientifique les noms, âges et mesures, mais sous ces chiffres se cache un poids suffocant, la peur, le désespoir et le bourdonnement silencieux d'une machine de mort. Dehors, la neige tombe doucement sur les barbelés qui entourent l'enceinte, cachant les horreurs du monde extérieur. Des soldats traversent les couloirs avec une discipline rigide, leurs bottes résonnant sur le sol de pierre, exécutant des ordres sans question. Et au centre de ce calme orchestré, un homme se déplace avec l'efficacité d'un médecin expérimenté, calme, précis, scellant sans le savoir le destin des enfants. Voici le monde du docteur Angèle, là où l'idéologie et la médecine se rencontrent sous leur forme la plus sombre. L'ordre froid et clinique de l'hôpital contraste violemment avec le chaos de l'enfance volée, annonçant le jugement qui viendra des années plus tard. Au début des années 1940, l'Europe était plongée dans un conflit total, et l'Allemagne nazie avait imposé sa vision du monde sur les territoires qu'elle contrôlait. La guerre n'était pas seulement menée sur les champs de bataille, elle se jouait aussi dans les hôpitaux, les orphelinats et les laboratoires. Le régime nazi, sous l'influence d'idéologies raciales extrêmes, avait établi le concept de « vie indigne d'être vécue ». Selon cette doctrine, certains enfants, malades ou handicapés, étaient considérés comme inutiles, un fardeau pour la société et pour l'État. Des documents officiels du programme T4, lancés en 1939, montrent que des médecins furent autorisés à sélectionner des patients pour l'euthanasie, sous couvert de soins médicaux et de statistiques démographiques. Ces décisions, froidement enregistrées dans des registres, transformaient la science médicale en instrument de mort. Les hôpitaux pour enfants, initialement lieux de soins et d'espoir, furent progressivement réquisitionnés par le régime. Les enfants malades étaient transférés vers des institutions spécifiques, où des équipes médicales entraînées par l'État évaluaient leur utilité et leur conformité aux normes raciales nazies. Les registres conservés dans les archives du Reich indiquent que des dizaines de milliers d'enfants furent ainsi triés, examinés et parfois envoyés vers la mort sous couvert de traitements expérimentaux. Les médecins, motivés par l'idéologie ou par la pression hiérarchique, exécutaient ces ordres avec une précision déconcertante, notant chaque détail avec un professionnalisme glacé. C'est dans ce contexte que le docteur Angèle fit son entrée dans le système médical nazi. Issu d'une formation scientifique solide, il avait rejoint les structures hospitalières en tant que médecin pédiatrique. À première vue, il semblait incarner la figure traditionnelle du médecin, calme, méthodique et méticuleux. Mais derrière cette apparence se cachait une adhésion profonde à l'idéologie nazie et une volonté de mettre en pratique les directives de sélection sur les enfants. Les témoignages de survivants et de membres du personnel hospitalier indiquent que ces décisions n'étaient jamais laissées au hasard. Chaque mouvement, chaque évaluation, chaque signature sur un dossier avait des conséquences irréversibles. L'organisation du programme T4 elle-même était complexe. Des médecins expérimentés, souvent membres du parti nazi, recevaient des quotas et des instructions directes de Berlin. Les instruments médicaux, les registres et les salles d'opération étaient adaptés pour maximiser l'efficacité du processus, créant une atmosphère de rigueur administrative et de violence systématique. Les enfants étaient évalués selon des critères biométriques et des observations psychologiques, puis transférés vers des unités où des procédures létales étaient appliquées, parfois sous prétexte de traitements expérimentaux ou de soins intensifs. Les archives conservées en Pologne et en Allemagne montrent que la documentation de chaque acte était scrupuleusement tenue, comme si la science justifiait la barbarie. Dans ces hôpitaux, le contraste entre la routine clinique et l'horreur sous-jacente était saisissant. Les couloirs semblaient normaux, les instruments propres, les uniformes impeccables. Pourtant, chaque geste, chaque décision médicale pouvait signifier la vie ou la mort. Les enfants, incapables de comprendre leur destin, faisaient face à un monde où l'ordre et la discipline servaient la destruction. Certains membres du personnel exprimèrent des doutes et des inquiétudes, mais la peur et la hiérarchie empêchaient toute résistance effective. La documentation de l'époque souligne que même les objections mineures étaient rapidement réprimées et que la conformité était la seule voie pour survivre dans le système médical nazi. Le docteur Angèle, dans ce cadre, devint un symbole de cette machine administrative appliquée à la mort. Il incarnait l'archétype du médecin bureaucrate, précis, méthodique et totalement déconnecté de l'humanité de ses victimes. Chaque mesure prise, chaque rapport signé,
contribuait à l'efficacité du programme, transformant la science et la médecine en instruments d'idéologie. Pourtant, derrière ces actions calculées, les survivants témoignent de la peur palpable qui régnait dans les institutions. Les enfants savaient instinctivement que quelque chose était différent, que les ordres qu'exécutait le médecin pouvaient leur coûter la vie. Ainsi, en ce début d'année 1942, alors que l'Europe sombrait dans la guerre totale, le docteur Angel exerçait son influence sur la vie de centaines d'enfants, sous le masque du professionnalisme. Ce contexte, fait de documentation rigoureuse, de hiérarchie implacable et de peur silencieuse, jette les bases de l'horreur à venir et prépare le terrain pour les différentes perspectives qui permettront de comprendre non seulement ce que ces enfants ont vécu, mais aussi ce que le monde a perdu en humanité face à l'idéologie. Alors que le programme T4 s'intensifiait, le quotidien dans les institutions pédiatriques contrôlées par le régime nazi révélait un contraste frappant entre routine et horreur. Les enfants étaient surveillés, mesurés, pesés, consignés dans des registres froids, chaque donnée réduite à un chiffre. Les médecins et le personnel, souvent formés à l'obéissance stricte, effectuaient leurs tâches avec un mélange de précision et de détachement. Pour eux, ce qui semblait au monde extérieur un hôpital ordinaire était en réalité un centre de sélection méthodique. Les archives de l'époque montrent que des dizaines d'infirmières et de médecins participaient à cette mécanique silencieuse où l'efficacité surpassait toute considération morale. Le docteur Angel occupait un rôle central dans cette structure. Bien que son titre officiel fût celui de médecin pédiatre, son véritable pouvoir résidait dans sa capacité à déterminer qui survivrait et qui serait éliminé. Les dossiers qu'il signait n'étaient pas seulement des instruments administratifs, ils représentaient la vie ou la mort de chaque enfant. Les témoignages ultérieurs décrivent un homme calme et méthodique, presque indifférent aux pleurs et aux appels des enfants. Pour les observateurs extérieurs, il incarnait l'idéal du médecin compétent. Pour ses victimes, il était l'agent d'une fatalité implacable. Le contraste entre ce que le personnel nazi attendait et ce qui se produisait réellement était saisissant. Les médecins, formés pour soigner et sauver des vies, avaient été convaincus que leur rôle consistait à protéger la pureté raciale et à renforcer l'État. Cette manipulation idéologique transformait l'action médicale en outil d'élimination systématique. Mais ce que les ordres ne prévoyaient pas, ce sont les traces indélébiles laissées dans la mémoire des survivants, les cris silencieux des familles et les preuves matérielles que les enquêteurs découvriront des années plus tard. Les enfants, même incapables de comprendre pleinement les procédures, percevaient instinctivement la menace. Une inspection de routine pouvait se transformer en une sélection fatale. Dans ce contexte, les instruments médicaux devinrent plus que de simples outils. Ils étaient des symboles d'autorité et de terreur. Les seringues, scalpels et thermomètres servaient à mesurer, évaluer et, parfois, exécuter. Le docteur Angel, en manipulant ces objets, incarnait l'intersection de la science et de l'idéologie nazie. Chaque geste, même le plus banal, portait le poids de la vie de centaines d'enfants. Les registres qu'il tenait, désormais conservés dans des archives en Allemagne et en Pologne, montrent une précision redoutable. Des dates, des poids, des âges, chaque donnée soigneusement notée, chaque signature scellant un destin. Cependant, la machine nazie n'était pas infaillible. Certains membres du personnel exprimèrent des réticences, documentées dans des rapports internes. Des infirmières laissèrent transparaître des signes de doute, des médecins hésitèrent à appliquer certaines procédures, et dans certains cas, des actions furent retardées ou contournées. Ces incidents, bien que rares, démontrent que même dans un système totalitaire, l'humanité persistait sous forme de résistance silencieuse. Mais pour la plupart, la peur et l'endoctrinement empêchaient toute opposition ouverte. Le contraste entre attente et réalité s'étendait également aux familles et aux communautés locales. Beaucoup croyaient que leurs enfants recevaient des soins médicaux normaux. Les parents, souvent isolés par les restrictions de l'occupation et les règles strictes de l'administration, ignoraient la véritable nature des hôpitaux. Ce décalage entre perception et réalité amplifiait l'horreur. Le monde extérieur voyait l'ordre et le professionnalisme, tandis que la réalité à l'intérieur des murs était celle d'une sélection mortelle orchestrée par des figures comme le docteur Angel. Ainsi, au début de 1942, le docteur Angel poursuivait ses actions au sein d'un système parfaitement structuré pour l'élimination méthodique d'enfants considérés comme indésirables. La combinaison de bureaucratie froide, d'idéologie meurtrière et de compétences médicales créait une tragédie d'une précision redoutable. Cette section du récit prépare le spectateur à comprendre non seulement la mécanique des crimes, mais aussi leurs dimensions humaines et émotionnelles. La peur, la confusion et l'innocence volée qui définissaient chaque journée dans ces institutions. Chaque registre signé, chaque instrument manipulé, chaque décision prise par le docteur Angel jetait les bases de la confrontation morale et judiciaire qui allait suivre, marquant un tournant qui transformera la perception de la médecine, de la justice et de l'humanité dans l'après-guerre.
L'histoire du docteur Angel peut être examinée sous plusieurs angles, chacun révélant une facette différente de l'horreur, mais aussi de la mécanique qui la rendit possible. Le premier angle est l'humain. Les enfants, victimes silencieuses, vivaient dans un état constant de peur. Certains survivants, des décennies plus tard, décrivent la sensation d'être constamment observés, mesurés, évalués comme des objets plutôt que comme des êtres humains. Les pleurs qui résonnaient dans les couloirs ne servaient à rien. Chaque cri, chaque supplication était ignorée, consignée dans un registre et transformée en statistique. Les archives de l'époque contiennent des rapports où le docteur Angel note des observations cliniques avec un détachement total. Poids, taille, âge et parfois diagnostic de l'utilité sociale reflet d'une froideur bureaucratique qui dépassait la simple indifférence. Le deuxième angle est tactique et organisationnel. La structure du programme T4 et des hôpitaux pour enfants était conçue pour maximiser l'efficacité. Les médecins étaient divisés en unités, avec des quotas et des procédures strictes. Les registres, les instruments et les salles étaient disposés de manière à limiter toute erreur ou retard. La précision administrative n'était pas seulement une question d'efficacité, elle servait à dissimuler l'ampleur des crimes. Les ordres venaient d'en haut et la rigidité hiérarchique empêchait toute remise en question. Dans ce cadre, le docteur Angel opérait avec une autonomie apparente, mais chaque geste était aligné sur les directives centrales de Berlin. La combinaison d'idéologie et de rigueur administrative créait une machine létale, méthodique et implacable. Le troisième angle est technologique et médical. Les instruments utilisés par le docteur Angel étaient à la fois ordinaires et sinistres. Scalpel, seringue, thermomètre, balance et instruments de mesure. Chaque outil, manipulé avec précision, devenait un symbole de pouvoir et de contrôle. Les procédures, bien que déguisées sous l'apparence de soins médicaux, servaient souvent à l'évaluation létale des enfants. Les dossiers et registres étaient aussi des instruments. Chaque note, chaque signature scellait un destin. Les médecins nazis avaient appris à utiliser la science non pas pour guérir, mais pour justifier la mort, et le docteur Angel en était un exemple parfait. Le quatrième angle est le leadership et la complicité hiérarchique. Le docteur Angel n'agissait pas seul, il était intégré à une chaîne de commandement où chaque niveau approuvait ou supervisait les actions de celui du dessous. Les officiers de la SS et les superviseurs hospitaliers validaient les décisions, fournissant protection et légitimité. Cette structure hiérarchique permettait aux médecins d'opérer avec confiance et impunité, renforçant la perception que ce qu'ils faisaient était légal, nécessaire et ordonné. Les rapports internes révèlent que certains supérieurs manifestaient une satisfaction administrative devant l'efficacité du programme, ignorant ou rationalisant la souffrance humaine. Le cinquième angle est l'idéologie et la morale. L'endoctrinement nazi avait transformé la vision médicale et sociale. L'éthique traditionnelle cédait devant la doctrine de la pureté raciale. Les médecins étaient convaincus qu'ils servaient un bien supérieur, même lorsqu'ils tuaient des enfants. Cette distorsion morale permettait à des individus comme le docteur Angel de concilier leur rôle de médecin avec la réalité de leurs actes. Les journaux et lettres internes montrent que les médecins débattaient parfois de critères objectifs pour la sélection, comme si la rationalité scientifique pouvait justifier la cruauté. Le dernier angle de cette première section est l'expérience des victimes et du personnel non complice. Certains employés de l'hôpital tentaient de protéger les enfants ou de réduire la souffrance. Des infirmières ont caché des médicaments, retardé certaines procédures ou créé de petites routines de confort. Ces gestes, bien que rares et limités, rappellent que même dans un système totalitaire, l'humanité subsistait. Les enfants, eux, percevaient la menace, pressentaient le danger et développaient des mécanismes d'adaptation. Silence, immobilité ou tentative de réconfort mutuel. Cette perspective humaine met en lumière l'écart entre la froideur des registres et la réalité émotionnelle de ceux qui vivaient ces horreurs. Chacun de ces angles prépare le spectateur à comprendre non seulement la mécanique des crimes, mais aussi la complexité de la situation. Bureaucratie, idéologie, science détournée et résistance humaine coexistaient dans le même espace. Ces différentes perspectives servent de tremplin vers la confrontation finale, la découverte des crimes, l'arrestation et le jugement du docteur Angel. La seconde section des angles approfondit les dimensions stratégiques, morales et judiciaires des crimes du docteur Angel en mettant en lumière la complexité et l'ampleur de ses actions. Le premier angle de cette section est la perception ennemie et la conscience internationale. Au moment où les crimes se déroulaient, les Alliés avaient connaissance de certaines pratiques nazies via des rapports d'espions et de réfugiés. Cependant, la pleine étendue des programmes d'euthanasie pédiatrique restait partiellement cachée, protégée par la bureaucratie et le secret médical. Des documents britanniques et américains de l'époque révèlent que les responsables alliés commençaient à identifier des tendances inquiétantes.
enfants disparus, hôpitaux vidés de certains patients et transferts inhabituels vers des établissements spécialisés. L'enquête internationale était encore embryonnaire, mais le spectre de la responsabilité nazie commençait à émerger, jetant les bases d'une justice qui ne viendrait qu'après la guerre. Le deuxième angle est l'impact psychologique sur le personnel et les témoins. Certains médecins et infirmières étaient totalement complices, d'autres hésitaient, mais la peur d'être dénoncés ou punis par la SS limitait toute opposition. Les témoins ultérieurs racontent le silence oppressant, le bruit des bottes dans les couloirs, le claquement métallique des instruments et le sentiment constant de devoir obéir sans poser de questions. Cette pression psychologique transforma le personnel en rouage efficace de la machine nazie, chacun participant involontairement à l'instrumentalisation de la vie des enfants. Le troisième angle est la dimension morale et philosophique. Les actions du docteur Engel illustrent comment l'idéologie peut pervertir une profession vouée à la protection de la vie. La médecine, qui devrait être un art de soin et de compassion, fut détournée pour servir une idéologie meurtrière. Des lettres et journaux internes du personnel médical montrent que certains exprimaient une dissonance morale. La raison scientifique justifiait les actes, mais le cœur savait que la vie était bafouée. Ce contraste souligne une vérité fondamentale. Même la compétence et la logique peuvent être corrompues lorsque l'idéologie prime sur l'éthique. Le quatrième angle est la documentation et la traçabilité des crimes. Les registres tenus par le docteur Engel et ses collaborateurs, aujourd'hui conservés dans des archives, sont à la fois instruments de pouvoir et preuves de culpabilité. Chaque page, chaque ligne, chaque signature détaille la vie et la mort d'enfants innocents. Ces documents démontrent non seulement la planification systématique des crimes, mais offrent également aux historiens et aux tribunaux des preuves concrètes qui permettront de reconstituer l'ampleur des atrocités. La précision administrative, qui avait servi à dissimuler et rationaliser l'horreur, devient ainsi un outil de mémoire et de justice. Le cinquième angle est le symbole du quotidien détourné. Dans ces institutions, un simple objet comme une cuillère, un bol ou un plateau alimentaire, normalement associé à la vie et à la subsistance, devint un symbole d'autorité et de contrôle. La nourriture, distribuée selon des critères idéologiques et non selon les besoins des enfants, représentait la manipulation de la vie même. Ce symbole, répétitif et silencieux, rappelle que chaque élément banal de l'hôpital participait à l'expérience de l'enfant. Un bol de soupe pouvait être donné, retardé ou refusé selon la décision du médecin, transformant la survie quotidienne en instrument de l'idéologie. Enfin, le dernier angle est la préparation de la confrontation judiciaire. Bien que le docteur Engel exerçait un contrôle presque total sur son environnement, le monde extérieur commençait à documenter, enquêter et préparer la justice. Des agents alliés, des avocats et des historiens collectaient preuves et témoignages, anticipant la fin du régime nazi et la nécessité de rendre compte. Ces efforts, souvent invisibles à l'époque, posaient les fondations pour le procès qui allait exposer au grand jour l'ampleur des crimes et briser le voile de silence autour des actions du médecin. Chacun de ces angles, perception internationale, pression psychologique, dilemme moral, documentation, symbolisme et préparation judiciaire, éclairent un aspect essentiel de l'histoire. Ensemble, ils permettent de comprendre non seulement le mécanisme des crimes, mais aussi leurs conséquences profondes sur la conscience collective et la mémoire historique. Ces perspectives sont le prélude nécessaire au climax, la découverte des crimes et la confrontation finale avec la justice, moment où l'horreur devient incontestable et où les décisions du docteur Engel seront examinées à la lumière du droit et de la morale universelle. L'année 1945 marqua le tournant de l'histoire du docteur Engel. Tandis que les armées alliées avançaient sur le territoire allemand et polonais, les documents soigneusement conservés dans les archives des hôpitaux et des institutions pédiatriques furent découverts, révélant l'ampleur des crimes commis. Des registres détaillant le poids, l'âge et le diagnostic de chaque enfant furent mis au jour, certains portant encore la signature du médecin. Ces preuves administratives, apparemment anodines au premier regard, démontraient une planification systématique et un usage méthodique de la science pour sélectionner et éliminer des vies innocentes. La découverte initiale intervint dans un petit hôpital de l'Est de l'Allemagne, où des enquêteurs alliés examinèrent les locaux abandonnés. Les couloirs silencieux, les salles d'opération froides et les instruments brillants témoignaient de l'organisation clinique des meurtres. Les dossiers ouverts révélaient des schémas répétitifs. Certains enfants étaient marqués pour transfert, d'autres pour mort immédiate. Les enquêteurs notèrent le contraste frappant entre la rigueur scientifique et la brutalité des décisions. Les témoignages de survivants, recueillis peu après la libération, apportèrent un éclairage humain à ce registre. Des enfants décrivaient la peur constante, l'ordre froid et la manière dont chaque mouvement du docteur Engel scellait leur destin. Le processus d'arrestation commença peu après la libération des camps et des institutions nazies. Le docteur Engel,
malgré ses efforts pour se fondre dans le chaos de la fin de la guerre, fut identifié par des documents administratifs et des témoignages. Les forces alliées, soutenues par des équipes d'enquêteurs spécialisés dans les crimes de guerre, encerclèrent son lieu de résidence. Les agents découvrirent de nouveaux registres, certains cachés derrière des armoires, d'autres enterrés dans le sol des archives de l'hôpital. Chaque document servait de preuve irréfutable. La méthodologie de la sélection, les signatures et la constance dans la pratique cruelle du médecin. Les préparatifs du procès commencèrent presque immédiatement. Les enquêteurs dressèrent une chronologie précise des événements, les transferts d'enfants, les procédures administratives et les signatures de validation des supérieurs hiérarchiques. Les archives montraient également que certains collègues avaient tenté de contester ou de ralentir les processus, mais avaient été ignorés ou menacés. Cette documentation minutieuse servit de base à l'accusation, reliant chaque acte individuel à la machine bureaucratique plus large de l'Allemagne nazie. Parallèlement à la collecte de preuves matérielles, des témoins furent interrogés. Survivants, anciens infirmiers et même certains officiers nazis exprimèrent leur compréhension tardive des actions du docteur Engel. Ils décrivirent l'impression de normalité et de routine dans les couloirs de l'hôpital, contraste saisissant avec les horreurs commises. Chaque témoignage apportait une dimension humaine, transformant des registres froids en histoires vécues. La peur, le silence, la résignation et parfois de petites résistances qui avaient permis à quelques enfants de survivre. L'arrestation officielle fut décrite dans des rapports alliés comme méthodique et discrète. Le docteur Engel fut conduit vers un centre de détention où il attendrait son jugement. À ce moment, le monde extérieur commençait à prendre conscience de l'ampleur des crimes commis dans le cadre du programme T4 et des institutions pédiatriques. La documentation, les témoignages et les preuves matérielles formaient un dossier massif, capable de soutenir non seulement la culpabilité du médecin, mais également celle de tout un système qui avait permis de transformer la science et la médecine en instruments de mort. Ce premier volet du climax illustre la convergence de plusieurs éléments, la fin de la guerre, la découverte de preuves irréfutables, la libération des témoins et survivants et la traque méthodique du médecin par les enquêteurs alliés. Il marque la transition entre les crimes perpétrés dans le silence et la confrontation inévitable avec la justice. La précision administrative, la froideur scientifique et l'endoctrinement idéologique qui avaient permis à ces crimes de perdurer devinrent désormais les preuves de culpabilité. La scène finale de ce premier segment montre les couloirs vides de l'hôpital, désormais sous contrôle allié. Les instruments brillaient encore, les registres étaient ouverts et le spectre des actions passées semblait flotter dans l'air glacé. Le docteur Engel, entouré par les enquêteurs, comprenait pour la première fois que le monde n'ignorait plus jamais ce qu'il avait fait. Cette tension dramatique prépare le spectateur à la seconde partie du climax, le procès, la confrontation en salle d'audience et l'examen détaillé des crimes devant le monde entier. Le procès du docteur Engel commença quelques mois après son arrestation, dans une salle d'audience solennelle où le monde allait découvrir l'étendue de ses crimes. Les murs, froids et austères, étaient le cadre d'une confrontation historique. La précision clinique et la bureaucratie implacable allaient être exposées devant des juges, des avocats, des survivants et des historiens. Chaque détail administratif collecté durant l'enquête fut présenté comme preuve. Registres, dossiers médicaux, lettres internes et instructions de la hiérarchie nazie. Les experts médicaux témoignèrent du détournement de la science et de la médecine pour servir une idéologie meurtrière, soulignant le contraste entre l'apparente normalité de l'hôpital et les décisions létales prises par le docteur Engel. Les survivants furent appelés à raconter leurs expériences. Leurs récits, entrecoupés de silence et de larmes contenues, décrivaient les couloirs silencieux, les cris étouffés, les gestes précis et implacables du médecin. Certains évoquaient des souvenirs fragmentés, une seringue, un registre ouvert, un bol de nourriture distribué ou refusé selon la volonté du médecin. Chaque détail, aussi banal qu'il puisse paraître, était chargé de peur et de fatalité. Ces témoignages humanisaient les chiffres et les registres, transformant les archives en véritables histoires de vies brisées. Les débats juridiques furent longs et méthodiques. Les avocats de la défense tentèrent de présenter le docteur Engel comme un simple exécutant d'ordre, un fonctionnaire de la bureaucratie médicale. Mais les preuves étaient accablantes. La documentation montrait qu'il avait exercé un choix actif dans la sélection des enfants, signant chaque registre et supervisant les procédures. Les experts soulignèrent que, malgré la pression hiérarchique, les alternatives existaient. Certains collègues avaient choisi de résister, prouver que la complicité n'était pas inévitable. Le contraste entre les décisions individuelles et le système hiérarchique démontra que le médecin avait opté pour l'obéissance à l'idéologie plutôt qu'à l'éthique médicale. Le symbole répétitif du quotidien, un simple bol de nourriture, fut évoqué lors des témoignages. Ce bol,
censé représenter la subsistance et la vie, était devenu un instrument de contrôle et de terreur. Pour les enfants, la nourriture n'était pas un droit, mais un privilège attribué ou retiré selon les critères idéologiques. Cette image, apparemment anodine, devint un fil conducteur du procès, rappelant la banalité du mal et la manière dont chaque aspect de la vie quotidienne avait été instrumentalisé par l'idéologie nazie. Au fur et à mesure que le procès avançait, l'ampleur de la planification et de la méthode utilisée par le docteur Angel apparaissait clairement. Les documents montraient la précision avec laquelle il sélectionnait les enfants, planifiait les transferts et consignait chaque action. Les témoins décrivaient une figure calme, méthodique, presque impersonnelle, dont les gestes répétés scellaient des centaines de destins. Le public présent comprenait que ces actions n'étaient pas le fruit du hasard, mais d'un système bureaucratique conçu pour maximiser l'efficacité de l'élimination. La tension dans la salle d'audience atteignit son paroxysme lorsque les procureurs présentèrent les preuves matérielles et les témoignages concordants. Les chiffres froids, les registres détaillés et les récits humains se superposaient pour révéler une vérité implacable. Le docteur Angel avait consciemment participé à des crimes contre l'humanité. La juxtaposition des gestes ordinaires et des décisions létales renforçait l'horreur. La science, la bureaucratie et l'idéologie s'étaient combinées pour créer une machine de mort administrative, et le médecin en était le rouage central. Finalement, le verdict fut prononcé, coupable de crimes contre l'humanité et de la mort de centaines d'enfants. Le jugement ne signifiait pas seulement la sanction du docteur Angel, mais la reconnaissance universelle de la gravité des crimes médicaux commis sous couvert de science et d'idéologie. Pour les survivants et les familles, c'était un moment de justice après des années de silence et de peur. Pour le monde, c'était une preuve que même dans les systèmes les plus bureaucratiques, la responsabilité individuelle restait inévitable. Cette seconde section du climax conclut la confrontation directe entre le docteur Angel et la justice. Elle y illustre comment la documentation, les témoignages et la méthodologie clinique furent transformés en preuves et comment l'humanité retrouvée dans la parole des survivants permit de rétablir la vérité. Ce moment prépare le passage à l'aftermath, où les conséquences, les réformes et la mémoire de ces crimes seront explorées, tout en mettant en lumière la fragilité et la résilience de l'éthique humaine face à l'idéologie. Après le procès et le verdict, le monde commença à mesurer l'ampleur des crimes du docteur Angel. Les archives et registres mis au jour révélèrent non seulement l'étendue de ces actions, mais également la mécanique précise d'un système bureaucratique qui avait permis de transformer la médecine en instrument de mort. Les institutions hospitalières, désormais examinées par des commissions alliées, servirent de preuves tangibles. Salles d'opération désaffectées, registres ouverts, instruments soigneusement disposés. Chaque détail confirmait que la cruauté n'était pas le fruit de l'improvisation, mais le résultat d'une planification méthodique et consciente. Pour les survivants, la fin du procès fut un moment ambivalent. D'un côté, la justice avait été rendue. Le médecin responsable de la mort de centaines d'enfants avait été jugé et condamné. Mais de l'autre, les traumatismes physiques et psychologiques restaient présents. Certains témoignages révèlent que des enfants, ayant survécu grâce à de rares interventions compatissantes du personnel, portaient encore en eux la peur, la méfiance et le silence imposés par des années de terreur. Les psychologues et médecins chargés du suivi des survivants constatèrent que la mémoire de l'hôpital, des instruments et même des simples bols de nourriture continuaient de hanter leur quotidien. Au niveau institutionnel, le procès du docteur Angel eut un effet immédiat sur la réforme de la pratique médicale en Allemagne et dans le reste de l'Europe. Les comités médicaux, les associations professionnelles et les tribunaux internationaux commencèrent à formaliser des règles éthiques strictes. Jamais la médecine ne devait servir une idéologie politique ou raciale. Les rapports de la Croix-Rouge et des commissions alliées insistaient sur la nécessité d'établir des protocoles clairs pour protéger les enfants et les patients vulnérables. Ce fut un tournant dans l'histoire médicale. Le souvenir de ces crimes imposa une vigilance nouvelle sur la relation entre éthique, médecine et société. Sur le plan juridique, le procès du docteur Angel contribua à élargir la portée du concept de crime contre l'humanité. Les tribunaux internationaux prirent en compte la responsabilité individuelle dans la mise en œuvre systématique d'actes de violence bureaucratisés. Chaque signature sur un registre, chaque décision de transfert ou de sélection fut considérée comme un acte de responsabilité personnelle. Les historiens et juristes utilisèrent ces éléments pour développer la jurisprudence post-nazie, notamment dans les procès ultérieurs contre des médecins et fonctionnaires ayant participé au programme T4. Dans les communautés locales, les conséquences furent également profondes. Les familles des victimes purent enfin connaître la vérité sur ce qui était arrivé à leurs enfants. Des plaques commémoratives, des archives publiques et des témoignages oraux furent établis pour préserver la mémoire. La société, confrontée à l'ampleur de la bureaucratie meurtrière,
commença à réfléchir sur la fragilité de l'éthique humaine face à l'idéologie et la nécessité de vigilance civique. Ces leçons, gravées dans la mémoire collective, servirent de rappel constant. La documentation froide et la routine administrative peuvent masquer des crimes atroces si personne ne questionne le système. Enfin, le docteur Angel, isolé derrière les barreaux, devint un symbole de la banalité du mal. La manière dont un professionnel, méthodique et compétent, pouvait pervertir ses connaissances et son autorité au service d'une idéologie destructrice. Les historiens insistent sur ce point. Le procès ne visait pas seulement la punition individuelle, mais la reconnaissance universelle de la valeur de chaque vie humaine et de la nécessité de protéger les plus vulnérables contre l'abus systématique du pouvoir médical et bureaucratique. Ainsi, cette première partie de l'aftermath met en lumière la confrontation avec les conséquences individuelles, institutionnelles et collectives. Elle prépare le spectateur à la seconde section, où les leçons historiques, les transformations éthiques et la mémoire de ces crimes seront examinées avant la réflexion finale sur la portée humaine et philosophique de cet épisode tragique. La seconde partie de l'aftermath explore la portée durable des crimes du docteur Angel et la manière dont ils ont transformé la mémoire collective et la conscience médicale. Les historiens, en examinant les archives, notèrent que chaque registre, chaque signature et chaque geste méthodique du médecin constituait une trace indélébile du processus bureaucratique de destruction. Ces documents, longtemps cachés dans les hôpitaux et les institutions, devinrent la base d'études approfondies sur la manipulation de la science et de la médecine à des fins idéologiques. Ils permirent également de documenter les mécanismes précis de sélection, de transfert et d'élimination, offrant aux générations futures un avertissement sur la fragilité de l'éthique professionnelle face à l'endoctrinement. Le symbolisme du quotidien, tel que la distribution des repas ou le simple bol de nourriture, se révéla central dans la compréhension des expériences vécues par les enfants. Ce qui était jadis banal devint un instrument de pouvoir et de contrôle. Les chercheurs et psychologues soulignent que ces gestes apparemment insignifiants avaient un impact psychologique profond. Ils matérialisaient l'autorité absolue et la précarité de la vie dans l'institution. Ainsi, la nourriture, objet simple et universel, se transforma en symbole de la survie, mais aussi de la manipulation et de la privation orchestrée par l'idéologie. Le procès et ses conséquences entraînèrent également des réformes durables dans la pratique médicale et la surveillance éthique. Les associations professionnelles et les comités internationaux établirent des directives pour prévenir l'usage de la médecine à des fins idéologiques ou coercitives. Les programmes de formation médicale intégraient désormais des modules sur l'éthique et la responsabilité individuelle afin que les générations suivantes comprennent que la compétence technique ne suffit pas. Elle doit être guidée par la conscience et l'humanité. Les institutions hospitalières furent repensées pour inclure des mécanismes de contrôle et de transparence afin que jamais les décisions administratives ne puissent masquer la souffrance humaine. Sur le plan historique et juridique, le procès du docteur Angel servit de référence dans la définition moderne des crimes contre l'humanité. La responsabilité individuelle dans la bureaucratie fut reconnue. Même en suivant des ordres hiérarchiques, les décisions conscientes d'un individu pouvaient constituer un crime. Cette reconnaissance permit de juger d'autres médecins et fonctionnaires ayant participé à des programmes similaires et de construire une mémoire juridique solide autour de la protection des populations vulnérables. Les tribunaux internationaux insistaient sur le fait que la documentation administrative, autrefois instrument de mort, devenait désormais instrument de justice. Les communautés et les familles touchées par ces crimes trouvèrent progressivement un moyen de commémorer leurs enfants et les victimes. Des monuments, des expositions et des archives publiques furent établis pour préserver la mémoire et témoigner de l'atrocité des événements. Ces gestes symboliques ne rétablissaient pas la vie perdue, mais offraient un espace pour reconnaître la douleur, témoigner de la résilience des survivants et rappeler aux générations futures la nécessité de vigilance face à toute idéologie cherchant à instrumentaliser la vie humaine. Enfin, le docteur Angel devint un symbole universel de la manière dont la banalité et la méthodologie peuvent se transformer en instruments de destruction lorsqu'elles sont déconnectées de l'éthique. Son procès, ses archives et le témoignage des survivants révèlent un paradoxe frappant. La science et la bureaucratie, outils de progrès et d'ordre, peuvent être détournés pour justifier la cruauté. Cette leçon, gravée dans l'histoire, souligne l'importance de maintenir l'humanité au centre de toute pratique professionnelle, scientifique ou administrative. Cette seconde section de l'aftermath prépare naturellement le spectateur à la réflexion-conclusion, où l'expérience de ses enfants, le symbole récurrent de la nourriture et la confrontation avec la justice seront liés à une vérité universelle sur la liberté, l'abondance et la responsabilité morale. Les années passèrent, mais le souvenir des couloirs silencieux, des instruments froids et des registres méthodiques resta gravé dans la mémoire collective. Le docteur Angel,
malgré sa précision et son calme apparent, devint un symbole de ce que peut produire la combinaison mortelle de bureaucratie, idéologie et science détournée. Les enfants qu'il avait condamnés n'avaient jamais eu voix au chapitre, mais leur vie et leur mort continuent de raconter une histoire universelle sur l'importance de l'éthique et de l'humanité. Le simple bol de nourriture, distribué selon la volonté d'un seul homme, se transforme en symbole de liberté et d'abondance. Ce geste banal, devenu instrument de contrôle, rappelle que ce que nous considérons comme acquis, la nourriture, la vie, la protection, peut être retiré si l'autorité et la morale sont perverties. Mais il symbolise également la possibilité de justice et de rétablissement. Chaque acte de commémoration, chaque témoignage, chaque procès est une restitution symbolique de la dignité volée. L'histoire du docteur Angèle ne se limite pas à la punition d'un individu. Elle révèle la fragilité de l'éthique face à la pression idéologique et la force silencieuse de ceux qui osent résister, même modestement. Elle rappelle que la mémoire, la documentation et la justice sont des boucliers essentiels pour protéger les vies vulnérables. Les archives et les témoignages deviennent des témoins immortels, transformant le passé en leçon pour l'avenir. Dans cette confrontation entre ordre méthodique et humanité, entre science détournée et responsabilité morale, se trouve une vérité plus large. La liberté et l'abondance ne sont jamais garanties, elles doivent être protégées et défendues. Chaque objet banal, chaque geste quotidien, peut devenir symbole de cette lutte, un bol de nourriture, un registre, un témoignage, une mémoire. Et c'est en préservant ces symboles que l'humanité se souvient, apprend et s'engage à ne jamais répéter les erreurs de l'histoire. Ainsi, la tragédie du docteur Angèle s'élève au-delà des murs de l'hôpital et des chiffres des registres. Elle devient un rappel permanent. La vigilance, la compassion et l'éthique sont les véritables instruments de liberté dans un monde où la bureaucratie et la science peuvent être détournées pour détruire ce que nous avons de plus précieux, la vie et l'innocence.